Dernièrement, me dit-il, je suis allé me recueillir sur la tombe du vieil Omar. J'avais une très grande estime pour cet homme. Dans ma jeunesse, il m'a été d'un grand secours. Il a été la seule personne à avoir eu le courage de soutenir mes projets. Et cela, je ne pourrai l'oublier. Il a été à mes côtés durant les moments les plus difficiles de ma vie. Là où j'attendais mon frère ou mon père, c'était Omar qui me défendait. J'ai cherché longtemps une occasion de lui témoigner toute ma gratitude, mais il est parti avant. J'ai pleuré sur sa tombe. Je m'en veux beaucoup. Je ne l'ai pas défendu quand il a eu besoin de moi. Et de son vivant, je n'ai pas honoré ma dette. Lorsque j'ai appris sa mort, j'ai été bouleversée. Aujourd'hui, je vis dans le remords quotidien. Pour moi, maintenant, je peux t'assurer que bien des choses ont perdu de leur saveur. Par chance, la famille possède des gens comme toi. Je sais que tu l'as soulagé de lourds fardeaux. Tu lui as trouvé du travail et tu as bien marié sa fille. Ahmed est un homme sérieux et respectueux de la tradition. Je ne le connaissais pas, mais j'aurais sans doute refusé le mariage. Mais sachant que tu en as été l'instigateur, j'ai été aussitôt rassuré. Tu possèdes un excellent jugement. Dès le début, je savais que tu serais à la hauteur des responsabilités de la famille. Le destin m'a donné raison. En achetant l'hôtel, je souhaitais réparer mes torts envers le vieil Omar. Ses enfants disposeront de ce que je n'ai pas pu lui donner. Je ferai encore davantage si le besoin s'en fait sentir. Quant à toi, je n'oublie pas ce que tu as fait pour lui. Si tu le désires, je peux te prendre avec moi dans les affaires. Tu es intéressé? Pas spécialement, mon oncle. J'ai un travail qui me satisfait, et puis je n'ai pas l'âme d'un commerçant. Je crois que je ne parviendrai jamais à être aussi fort que toi. Je ne veux pas te forcer la main. Sache toutefois que tu gagnerais au moins 10 fois plus que ton salaire actuel, sans compter les primes que je t'accorderai, évidemment. En attendant, tu vas me faire le plaisir d'agrandir ta maison. Mieux encore, tu vas chercher une maison plus confortable. Mais celle-là nous suffit, mon oncle. Elle n'est pas digne d'un membre de ma famille. Je veux que tu aies une maison qui comprenne une chambre qui me sera réservée en permanence. Je commence à vieillir, j'ai mes habitudes. Je ne vais tout de même pas dormir à l'hôtel alors que mon fils habite la ville. Non, tu me réserveras une chambre dont tu prendras soin de fermer la porte à clé. Et puis en ce qui concerne mon petit-fils, il est nécessaire qu'il puisse disposer d'une chambre individuelle. J'ai de grands projets pour lui. Je veux qu'il devienne ambassadeur. Ne te fais pas d'illusions, le jour est proche où notre pays sera indépendant. Ce jour-là, Dieu fasse qu'il arrive rapidement. Notre pays aura, comme tout le monde, des représentants à l'étranger, des diplomates largement au-dessus de la moyenne. Et je veux que mon petit-fils soit de cela. Crois-moi, c'est un bon poste que le poste d'ambassadeur. Tu représentes les intérêts de ton pays. Certes, ça ne paye pas beaucoup, mais tu peux arranger d'excellentes affaires dans l'intérêt de tes proches. Avant de me lancer dans les affaires, c'était un poste que j'aurais voulu occuper. Je ne réalisais pas à l'époque que l'on n'attribuait pas ce genre de poste à un arabe. Quand je l'ai compris, j'ai été déçu et j'ai changé de cap. J'ai songé à le proposer à mon fils,
Mais devant l'étendue de sa bêtise, j'y ai renoncé. Quelquefois d'ailleurs, je me demande comment j'ai pu faire pour engendrer un tel âne. J'ai longtemps étudié la question et j'ai fini par trouver la solution. C'est simplement un problème héréditaire. C'est soit l'un, soit l'autre du couple qui transmet les qualités ou les défauts à l'enfant. Comme tu t'en doutes, cela ne pouvait pas provenir de moi. Il ne restait plus que ma femme. J'en ai donc pris une autre. Je ne voulais pas que toute ma descendance soit à l'image de ce demeuré de Hakim. Hakim est un bon garçon, mon oncle. Je sais, il est brave comme une figue molle. Il est gentil, mais Dieu qu'il est bête. Il va marchander 1 kilo de figues pendant 1 heure pour avoir la satisfaction de baisser le prix de quelques centimes, alors qu'il aurait pu les obtenir 2 fois moins cher et sans marchander auprès du commerçant d'à côté. Tu appelles ça un homme? Comment va-t-il faire pour s'y prendre avec sa femme, dis-moi? Il lui préférera une prostituée, parce qu'elle lui fera un prix meilleur? Ne parlons plus de cet imbécile, veux-tu? Sinon, je ne vais pas endormir cette nuit. Mon petit-fils a besoin de bien travailler s'il veut réussir dans la carrière qui l'attend. Et franchement, tu vois un futur ambassadeur dormir au milieu de la marmaille? Il faut qu'il apprenne dès maintenant comment être digne de son futur emploi. Ne te soucie pas pour les frais, c'est moi qui financerai l'achat de la nouvelle maison et les études de mon petit-fils. L'argent n'est pas un problème, surtout pas en ce moment. Depuis quelque temps, je me suis lancé dans une filière qui me rapporte beaucoup d'argent. Je prends quelques risques, mais c'est normal. Quel genre d'affaires fais-tu, mon oncle? On me confie déjà ça en gros, et je cherche les produits au meilleur prix. C'est tout simple. L'unique inconvénient est que je dois courir aux 4 coins du monde pour trouver les vendeurs sérieux et dignes de confiance. À part cela, le travail est intéressant et instructif. Et qu'achètes-tu, mon oncle? Un jour viendra où je pourrai te le dire, mon fils. Pour l'heure, je ne peux pas t'en dire davantage. Il y va de ma sécurité. Je peux simplement t'assurer que ce que j'achète est destiné à la bonne cause. Tu achètes des armes, mon oncle? Rabat ne me répond pas. Il commande une 4e bouteille et me parle de la beauté des montagnes suisses. L'opposition française à la guerre d'Algérie ne cesse de gagner du terrain. Il apparaît nettement au fil des mois qu'une partie croissante de la population française souhaite la fin des hostilités. L'opposition, sûre de son succès grandissant, diversifie les formes de la contestation. Les actions réunissent davantage de monde et deviennent aussi plus dures. Les bateaux en partance pour l'Algérie sont régulièrement retardés par les manifestants. Les actions sont encore plus spectaculaires lorsque les soldats du contingent embarquent pour la relève. Les manifestants bloquent l'accès aux bateaux, distribuent des tracts et essayent de convaincre les appelés de refuser de partir. Les CRS interviennent brutalement et il s'ensuit de sauvages bagarres sur les quais. En participant à ces manifestations, Robert est d'ailleurs blessé à plusieurs reprises. Ce n'est pas cela qui l'empêche d'y retourner des fois suivantes. La gare Saint-Charles aussi est le théâtre de troubles fréquents. Les appels en faveur du cessez-le-feu en Algérie se succèdent et s'amplifient. Ils proviennent de mouvements de plus en plus divers, tels les étudiants, les syndicats, les partis de gauche, les intellectuels, les prêtres, jusqu'aux soldats du contingent qui refusent de partir. Certains Français n'ont plus peur de clamer haut et fort « Algérie indépendante ». Pendant ce temps, les spéculations vont bon train dans notre communauté. Certains voient déjà le bout du tunnel, tandis que d'autres continuent à penser que la France n'est pas disposée à lâcher l'Algérie. Quoi qu'il en soit, il est évident que tous les indices montrent que la situation a irrémédiablement basculé,
que quelque chose d'important se prépare dans les coulisses. Des responsables du parti nous ont dit que les tractations entre les émissaires du gouvernement français et le FLN se déroulent actuellement. J'en ai d'autre part la confirmation par Redouane. Dans une de ses lettres, il me dit que les négociations suivent leur cours, mais que la France ne veut en aucun cas lâcher le Sahara. De Gaulle est militaire, et à ce titre, je lui fais confiance. Je suis persuadé qu'il finira par nous accorder l'indépendance. Il doit se rappeler que nous avons fait la guerre ensemble. De Gaulle a appris à nous connaître durant la Seconde Guerre mondiale. En grand soldat, il sait que nous combattons pour recouvrer notre liberté. N'a-t-il pas déclaré publiquement, d'ailleurs, que vienne maintenant la paix des braves? Je ne sais pas si c'est une impression faussée par la proximité familiale, mais je sens que le parti a bien joué sa carte. Le peuple prend le relais de la revendication à la souveraineté. Un matin, en me rendant à mon travail, comme à l'accoutumée, Robert m'attend à l'entrée du port. À sa mine défaite, je n'ai aucun doute. Il s'est passé quelque chose de grave. Joe a été arrêté, me dit-il. Joe? Oui, Joe. La police l'a embarqué hier, dans l'après-midi. Il revenait de Tunis. C'est un coup dur, hein. Joe risque gros, très gros. Je me mets au travail, en ne pensant qu'à cette arrestation. J'ai de la peine. Joe est un être exceptionnel. Maintenant, j'ai peur pour lui. Vers 11h, Robert revient me voir catastrophé. Il faut que tu partes, me dit-il. La police est venue te chercher. J'ai dit aux policiers que tu n'es pas venu travailler ce matin. Surtout ne rentre pas chez toi. Ta maison doit être surveillée. Ma sœur préviendra ta femme. Tu as un endroit où te cacher? Oui, chez un médecin. Il est sûr? Oui, c'est un ami de Joachim. Mais je dois au préalable avertir 2 militants. Va chez André. Je me charge de la prévenir de ta visite. Le magasin de l'ami de Robert se trouve juste en face d'un bar tenu par son frère. C'est là que j'ai donné notre rendez-vous. Djilali, le Mozabite, Nordine et moi étions convenus d'un moyen pour communiquer une mauvaise nouvelle. Entre 2 réunions, chacun de nous doit passer chaque jour entre 7 et 8 heures du soir devant le magasin de prêt-à-porter tenu par André. Si sur la devanture est exposée une carte postale de Notre-Dame de la Garde, c'est le signe que l'un de nous a des ennuis. Dans ce cas, nous devons entrer et attendre dans l'arrière-salle du bar d'en face. J'ai attendu le restant de la journée dans le magasin d'André, et dès 7 heures, je gagne l'arrière-salle du bar. Le frère d'André, il doit avoir la trentaine, est au courant de la situation. En m'installant dans l'arrière-salle, il me fixe longuement et se met ensuite à rire. Si tu as l'occasion, tu passes devant l'hôtel des impôts, me dit-il, mais une jolie bombinette dans leurs locaux, ça arrangerait mes affaires. Il m'apporte à boire, puis retourne à son comptoir. Mes 2 camarades me rejoignent peu après. Je les mets au courant des derniers développements de la situation et je leur déclare: il y a quelqu'un qui peut nous héberger. Je vous propose de nous rendre immédiatement chez lui. Nous aviserons ensuite. Très bien, me répond Djilali, je viens avec toi. Il est normal que vous partiez, nous dit Nordine. Pour ma part, j'ai rien à perdre. Si on m'arrête, je pourrais poursuivre notre combat en prison. Il y a beaucoup de nos frères là-bas. J'irai leur tenir compagnie. Ne vous inquiétez pas pour moi. Je saurai tenir ma langue. Et puis, si on doit m'arrêter, ce sera un bon moyen de savoir comment on est tombé jusqu'à nous. Aux environs de 8h30, Nordine rentre chez lui. Quant à Djilali et moi, nous nous tenons rendez-vous, une demi-heure plus tard, chez le médecin. Chacun de nous empruntera un itinéraire différent. Le médecin habite le haut de la rue Saint-Jacques.
dans une impasse, un immense appartement au premier étage. Dans la partie donnant sur la porte d'entrée, il a installé son cabinet et la salle d'attente. Après viennent 4 grandes pièces pour son usage personnel. Il y a là sa chambre, une salle de travail, une salle à manger et à proximité de l'appartement la chambre d'amis. Le médecin vit seul dans cet appartement. À vue d'œil, je lui donne entre 50 et 60 ans. En le suivant dans la chambre d'amis, j'ai la curieuse sensation de traverser une maison habitée par la mort. Je ne vois dans l'appartement que des objets rappelant le passé. De portraits de toutes les tailles représentant des enfants et des adultes jalonnent les murs du couloir et des pièces. Quant au médecin, c'est un homme détaché de la vie et un peu soucieux de sa personne. Il ressemble à un être fantomatique, sombre, à qui la vie n'apporte aucune joie. Assis sur le lit, Djellali attend. Le médecin, qui paraît peu loquace, nous dit « Ici, vous n'aurez rien à craindre. Je vous conseille seulement de ne pas aller dans la partie publique de l'appartement. Dans la journée, il y a une dame qui travaille dans la maison. C'est ma secrétaire. Elle fait le ménage, accueille les clients et prépare mes repas. C'est une personne de confiance. Vous n'aurez pas à vous préoccuper de ses allées et venues dans la maison. Dans mon cabinet, je dispose d'une sonnette reliée à votre chambre. Elle sert à avertir d'un danger. Dès que je l'actionnerai, vous devez impérativement vous enfuir. » Il s'approche du vaisselier et poursuit son commentaire. Ce meuble dissimule une sortie qui donne sur l'appartement de l'immeuble voisin. Cet appartement est vide. Je l'ai acheté uniquement pour cet usage. Il offre 2 issues de secours, l'une par la cour intérieure de l'immeuble, l'autre par les toits. Pour ouvrir le meuble, il faut faire fonctionner la clé qui se trouve derrière cette assiette. N'oubliez pas de le refermer. Je veux préparer le dîner. Je reviens dans un petit moment. Le médecin nous dit cela avec une tranquillité déconcertante. Il nous dévoile le passage secret de la même façon qu'il nous présente les meubles. Avec Djellali, nous nous interrogeons sur la raison qu'a cet homme de prévoir l'éventualité d'une fuite en catastrophe. Nous ne parvenons pas à comprendre pour quelle raison un Français solidement installé dans la vie juge important de se prémunir contre une descente de police. Il ne semble pas se livrer à des activités illégales et pourtant, son installation secrète qui date d'au moins une dizaine d'années doit bien avoir une justification. À l'heure du repas, la curiosité l'emportant, Djellali lui demande « Excusez-moi de vous poser cette question, monsieur, mais j'aimerais savoir pourquoi vous avez aménagé cette sortie au fond de la maison. » Le médecin, qui a sans nul doute perdu l'usage du sourire au cours de sa vie, lui répond « Par précaution. » « Par précaution ? On va attenter à votre vie ? » Peut-être, je ne sais pas, je ne sais plus. Mais qui peut vous en vouloir et pourquoi ? Insiste Djellali. Vous n'avez rien fait d'illégal. Je ne le pensais pas avant, et maintenant j'en doute. Dans le passé, la police a prétendu le contraire. Que vous a-t-elle reproché au juste, lui dis-je, surpris de ses réponses évasives. D'être juif. Pour certains, il paraît que c'est un crime passible de la peine de mort. Le médecin n'a pas besoin de nous en dire davantage. Nous savons de quoi il parle. Djellali doit penser la même chose que moi, car il déclare « Pardon, nous l'ignorions. Nous savons ce qu'il en a été. Nous étions en Allemagne, dans une compagnie de tirailleurs algériens. » L'homme sanglote. Nous venons de réveiller des souvenirs douloureux. C'est un spectacle bouleversant. À présent, je comprends le calvaire de cet homme. Tous ces portraits dans l'appartement sont ceux des membres de sa famille assassinés dans les camps. Il n'a pas besoin de nous en dire plus. Après ce qu'il a dû endurer, je me demande ce qui peut le rattacher à la vie. Ce qui peut bien encore justifier son existence.
La suite demain à la même heure. Vous pouvez vous abonner.